Bienvenue à ce webinaire sur la création d'entreprise, donc comment passer à l'acte. Donc je me présente, je suis Jérémy Rojewski, donc conseiller en création reprise d'entreprise à la Chambre de métier et de l'artisanat de la Moselle. Et donc j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire donc avec ma collègue de la Chambre de commerce et d'industrie Moselle Métropole Maine, donc Carole Cuisinier. Bonjour. Donc, on va démarrer tout de suite. Donc, je vais aborder avec vous la première thématique de la création d'entreprise, de comment passer à l'acte. Donc, la première chose à faire, ça va être de vous présenter et de présenter votre idée. Donc, présenter votre idée et se présenter, ça peut notamment prendre la forme, après, d'un point de vue formalisme, d'un business model ou encore d'un pitch, qu'on pourrait aussi vous aider à ce niveau-là. Et donc, pour se présenter, ce qui va être important, ça va être de faire le point sur vous-même. Alors, il y a une phrase qui est importante, qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que le projet doit systématiquement être en adéquation avec le porteur de projet. C'est très important donc de faire un point sur vous-même, de se former, d'évaluer sa capacité à devenir chef d'entreprise. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Personne ne naît avec des capacités innées pour être chef d'entreprise. C'est quelque chose qui va s'acquérir, qui va s'apprendre. Donc, c'est important de faire le point donc sur 3 facteurs importants, donc vos compétences, vos motivations et vos contraintes. Donc, les compétences, comme vous pouvez le voir à la gauche de cette slide, donc on a 5 champs majeurs de compétences. Donc, nous avons tout ce qui est le savoir-être, le savoir-faire, des compétences en management et, très important aussi, des compétences d'un point de vue gestion et d'un point de vue commercial. Donc là encore, c'est important de faire le point sur ce que vous savez faire et sur ce que vous ne savez pas faire. Et surtout, prenez le temps dans cette phase de création, formez-vous sur les thématiques qui vous font défaut. Ça peut conditionner le succès ou l'échec potentiel d'un projet. Mettez toutes les chances de votre côté et formez-vous. Là encore, être chef d'entreprise, c'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est quelque chose qui va s'apprendre et s'apprendre tout au long de la vie, de votre vie de chef d'entreprise. Donc, comme je vous l'ai dit, le projet doit être en adéquation avec vous. D'où l'importance de faire également un point sur vos motivations et également un point sur vos contraintes. Alors les motivations, c'est qu'est-ce qui vous anime à l'idée de créer votre entreprise. Et vos contraintes, ça va être justement peser le pour et le contre et bien vérifier si au niveau familial, si au niveau financier ou temporel, on est bien sur le moment le plus adéquat pour se lancer. Alors tous les feux ne seront jamais ouverts, bien évidemment. Mais ça va être important de bien regarder qu'on n'ait pas trop de contraintes pour pouvoir se lancer, puisque bien souvent, les contraintes, elles sont interdépendantes entre elles. Et là aussi, au niveau de votre idée ensuite, il faut la libérer. Beaucoup de créateurs ont peur de se faire voler leur idée, mais au contraire, libérez votre idée, racontez-la simplement, alors via un pitch ou via un business model pour vous aider à la cadrer. Mais c'est important de parler de votre idée, de vérifier qu'il y a déjà un besoin préexistant, que les gens sont quand même enthousiastes à l'idée de votre projet de création d'entreprise. Donc, au niveau de la présentation et de votre idée, donc c'est quelque chose de très important, faites le point sur vous-même, formez-vous sur les thématiques qui vous manquent. Et là encore, le projet doit être en adéquation avec vous. Donc maintenant, je vais vous parler de l'artisanat très rapidement, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés par les métiers de l'artisanat. Alors c'est important déjà de savoir ce qu'est un artisan. Donc à savoir, un artisan, ça va être toute personne qui va exercer une activité de fabrication, de réparation, de transformation ou certaines prestations de services. Alors il y a 4 secteurs importants dans l'artisanat. Donc vous avez les métiers de l'alimentation, les métiers du bâtiment, les métiers de la fabrication et les métiers de service. Alors certains de ces métiers, certains de ces métiers de l'artisanat sont des activités qui sont dites réglementées, soumises à qualification. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour exercer certaines activités, on va vous demander d'être titulaire d'un CAP ou d'un BEP minimum dans le métier que vous souhaitez faire, ou de justifier de 3 ans d'expérience professionnelle dans le métier en France ou au sein de l'espace économique européen.
Donc, ces activités réglementées, quelles sont-elles? Donc, c'est tout ce qui va concerner les métiers de l'entretien et de la réparation des véhicules, donc tout ce qui peut être mécanique, carrosserie, etc. Tout ce qui va être les métiers du BTP, construction, entretien, réparation de bâtiments. Tout ce qui va concerner la mise en place, l'entretien et la réparation de réseaux type gaz, électricité, eau, chauffage sanitaire. Tout ce qui va concerner la préparation, la fabrication de produits frais. Donc tout ce qui va être boulangerie, pâtisserie, boucherie, poissonnerie, glace artisanale, etc. Tout ce qui va être les soins esthétiques à la personne, donc à finalité non médicale, ainsi que les activités de coiffure. Attention, petite exception pour la coiffure. La coiffure, si vous souhaitez exercer de la coiffure en salon, on vous demandera le brevet professionnel. Le BP, le CAP ou BEP en coiffure ne vous servira que si vous souhaitez faire de la coiffure à domicile. Mais en salon, il faudra légitimer de la qualification du brevet professionnel. Donc, toutes les activités de service type ambulance, taxi, VTC, tout ce qui peut être les soins mortuaires, le toilettage canin, les pensions animalières, etc., ça va être des activités soumises à une réglementation particulière. Donc, pas forcément soumis à qualification, mais avec une réglementation particulière. Donc, si vous êtes concerné par l'une de ces activités, prenez contact avec votre chambre de métier qui pourra vous aider à ce niveau-là. Merci Jérémy. Donc, création d'entreprise, donc comment passer à l'acte. Deuxième point à faire, notamment votre étude de marché. Donc, on va vous demander d'étudier votre marché. Alors, étudier votre marché, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, analyser un petit peu le secteur d'activité vers lequel vous souhaitez aller. Secteur d'activité de la restauration, secteur d'activité du BTP. Vous savez, donc, il faut forcément s'intéresser à ce qui encadre cette activité. Pourquoi? Parce que cette activité peut être aussi bien en plein essor, donc avoir le vent en poupe et forcément être assez florissante et donc vous permettre, pourquoi pas, de pouvoir exercer votre activité et de tirer des revenus de cette activité-là. Soit vous pouvez être sur un secteur d'activité qui peut être en difficulté pour certaines raisons, peut-être par rapport au contexte sanitaire que nous vivons actuellement, voilà, ou d'autres contextes. Donc, quand vous avez éventuellement un projet de création d'entreprise, n'hésitez pas à vous intéresser justement un petit peu au secteur d'activité sur lequel vous allez aller. Donc, recueillez des informations, des données sur les évolutions justement de ce secteur. Alors, ça peut être des informations d'un point de vue technologique parce que vous vous lancez dans un secteur d'activité, on va dire numérique ou lié aux nouvelles technologies. Il faut aussi vous renseigner notamment sur un petit peu les données ou les évolutions du secteur d'un point de vue plutôt sociétal, économique, comment se comportent éventuellement les gens par rapport à la consommation, etc. Donc, n'hésitez pas un petit peu à prendre une photo de ce fameux secteur d'activité sur lequel vous voulez aller. Pourquoi? Parce que après, une fois que vous aurez étudié éventuellement le contexte, donc ce secteur d'activité où vous souhaitez vous installer, eh bien, il va falloir un petit peu zoomer et vous intéresser à votre marché à vous. Qu'est-ce qu'on entend par votre marché? Votre marché, ce sont vos clients qui vont acheter votre produit ou votre service. Ce sont les fournisseurs auprès desquels vous allez pouvoir acheter des produits pour les revendre. Et puis, ce sont aussi les fameux concurrents, donc les autres entreprises qui font la même activité que vous. Donc, n'hésitez pas aussi à travailler un petit peu ce marché et nous expliquer un petit peu qui sont ces fameux acteurs qui sont présents sur votre marché. Intéressez-vous éventuellement à leur existence, au niveau des concurrents, de savoir où est-ce qu'ils sont installés, qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils ont comme avantage par rapport à d'autres entreprises, comment ils communiquent, etc. Sur vos clients, c'est la part la plus importante que vous devrez travailler quand vous allez faire votre étude de marché. Donc, quand vous allez analyser votre propre marché, intéressez-vous donc bien précisément à ces fameux clients. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont des particuliers? Est-ce que ce sont des professionnels? Est-ce que vous vous adressez à des collectivités? Comment ils consomment? Est-ce qu'ils achètent souvent? Comment ils s'intéressent en fait à des offres? Quels sont leurs critères d'achat? Etc., etc. Donc, n'hésitez pas à grenouiller le maximum d'informations par rapport à ce marché. Pourquoi je vous dis ça?
simplement parce que l'étape suivante, ensuite, quand vous allez passer à l'acte dans la création d'entreprise, ça sera une fois que votre marché sera étudié et analysé, vous pourrez à ce moment-là vous positionner. Alors, qu'est-ce qu'on entend par positionner? Se positionner, c'est éventuellement, une fois qu'on a travaillé sur les offres de la concurrence, c'est de se poser la question, comment je peux me différencier par rapport à ces fameux concurrents pour capter aussi, moi, de la clientèle. Donc, éventuellement, une fois que l'analyse est faite sur la concurrence, réfléchissez à ce que votre offre, à ce que vous allez proposer dans le domaine de la vente, dans le domaine de l'installation, de la réparation, ben voilà, que ce soit le domaine commercial ou le domaine artisanal, quelle va être votre différenciation? Pourquoi les clients viendraient auprès de vous prendre éventuellement, enfin en tout cas payer ce que vous allez leur proposer en termes de produits ou de services. Il faut donc valoriser des valeurs supplémentaires que vous pourriez apporter à ces fameux futurs clients pour qu'elles soient justement préférées à celles de vos concurrents. Peut-être une différenciation qui peut se faire sur le prix, sur le produit, sur le service après-vente, sur le service en lui-même, sur la façon de conseiller éventuellement vos clients. Il faut montrer en quoi votre positionnement va être vraiment différent de vos concurrents pour satisfaire votre clientèle. Et il faudra expliquer aussi pourquoi votre offre est plus attractive et donc peut-être plus crédible. Ensuite, vous allez donc, à ce moment-là, une fois que vous êtes positionné, planifier vos actions et chiffrer vos besoins. Alors, qu'est-ce qu'on entend par planifier vos actions et chiffrer vos besoins? Eh bien, pour pouvoir éventuellement bien vous positionner et vendre ou produire déjà votre offre, il faut que vous listiez un petit peu dans la production de votre offre, que vous listiez et que vous chiffriez les ressources qui sont nécessaires. Il vous faudra peut-être un lieu d'implantation, un local où vous serez peut-être à votre domicile pour exercer votre activité. Vous aurez peut-être besoin de matériel productif pour pouvoir exercer votre activité. Dans le domaine de la restauration, ça peut être un four, une hotte. Dans le domaine du bâtiment, ça peut être du matériel productif, notamment une bétonneuse ou tout autre matériel qui serait nécessaire à l'activité. Donc, lister et chiffrer ces ressources nécessaires, le lieu d'implantation, le matériel productif et les personnes nécessaires pour exercer cette activité. Peut-être que vous serez seul, peut-être que vous aurez d'autres personnes qui vont travailler avec vous dans le cadre de votre activité. Quand vous avez réfléchi sur comment vous allez produire votre offre, posez-vous aussi la question de comment vous allez la vendre, cette fameuse offre. Donc, éventuellement peut-être en boutique, donc là il nous faut un local commercial, peut-être que vous vendrez sur Internet, en direct ou via une plateforme. À ce moment-là, vous serez à votre domicile personnel, derrière cet ordinateur, comme nous le sommes aujourd'hui. Peut-être que vous allez vendre tout simplement votre offre en réunion. Vous allez peut-être démarcher votre clientèle. Vous allez peut-être aussi vendre un produit ou un service en étant sur les marchés. Donc, ce sont des questions que vous devez vous poser et toujours de la même façon, de lister et de chiffrer ce que ça va apporter dans le sens où vous allez distribuer votre offre et il faut savoir quels sont les coûts qui vont être impactés sur cette fameuse distribution. Si on vend sur Internet, ça veut dire qu'on a besoin de créer un site Internet. Si on vend en boutique, ça veut bien dire qu'il faut agencer notre boutique. Donc, il faut bien réfléchir à la façon dont vous allez vendre votre offre, aux besoins qui sont donc nécessaires et puis au chiffrage que ça va générer. Et puis, dernier point, toujours dans le positionnement, il faut à un moment se poser aussi la question, comment je vais montrer à ces fameux clients que je suis différent des concurrents et donc comment je vais communiquer sur mon offre. Peut-être tout simplement en distribuant des flyers ou en communiquant par exemple sur les réseaux sociaux ou en utilisant éventuellement les journaux, la presse spécialisée ou pourquoi pas par le bouche à oreille. Encore une fois, n'hésitez pas à lister et à chiffrer ces besoins qui sont nécessaires pour pouvoir exercer ou communiquer sur votre offre.
Bien, merci Carole. Donc, on va continuer maintenant donc sur l'organisation de l'entreprise et plus spécifiquement sur le choix du statut juridique et les conséquences que cela va avoir au niveau social et au niveau fiscal. Alors bien évidemment, dans le cadre de ce webinaire qui a une durée très courte, c'est qu'une très brève présentation des principales structures juridiques. Donc, la structure juridique, c'est quelque chose de complexe et qui ne se détermine pas de manière simpliste. Donc c'est très important là de faire le point, que ce soit avec la chambre de commerce ou la chambre de métier, de vous faire accompagner justement pour choisir le statut juridique qui va être le plus adapté à votre situation et à votre profil. Donc, on peut distinguer deux grandes familles d'entreprises en France. Vous avez d'un côté la famille des entreprises individuelles et de l'autre côté, vous avez la famille des sociétés. Alors, principale différence déjà entre ces deux grandes familles, l'entreprise individuelle, ça va être une extension de vous-même. L'entreprise et vous, c'est une seule et même personne. Donc, à ce titre-là, donc forcément, il n'y a pas d'associé, c'est dans le mot, c'est individuel. Votre responsabilité, elle est dite illimitée, c'est-à-dire que vous engagez votre patrimoine personnel et vous êtes appelé donc entrepreneur individuel. Donc, dans cette famille des entreprises individuelles, donc vous avez le I, l'entreprise individuelle, donc ça c'est la forme la plus classique. Vous avez le IRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, et vous avez la micro-entreprise. Donc, c'est bien important de bien intégrer ça. La micro-entreprise, c'est une vraie entreprise et c'est une entreprise individuelle. En face, vous avez donc la famille des sociétés. Quand vous créez une société, donc à la différence de l'entreprise individuelle, en créant une société, vous allez créer une nouvelle entité, vous allez créer une personne morale. Donc il y aura vous, personne physique d'un côté, et la société, personne morale de l'autre. Donc là, on a bien distingué les deux, là où en entreprise individuelle, vous créez une extension de vous-même. Donc quand vous créez une société, vous n'en devenez, le chef d'entreprise d'une société n'en devient plus que le gérant ou le président. C'est-à-dire que la société, elle a sa propre existence. À ce titre-là, donc, elle a un capital social. Il peut y avoir un ou plusieurs associés. Et en fonction du statut, vous allez être soit gérant, soit président, directeur général. Alors, au niveau des sociétés, donc vous avez plein de sous-catégories, de petites bulles. En réalité, il n'y en a pas tant que ça. Donc, vous avez la SARL, qui est le statut historique, la société à responsabilité limitée, donc où il faut être au moins deux associés. Si jamais vous voulez créer une société, une SARL, mais que vous êtes tout seul, pas de souci, ça va devenir une EURL, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Vous avez également la SAS, la société par action simplifiée. Donc, même concept, il faut être plusieurs pour créer une SAS. Si vous êtes tout seul, vous allez créer une SASU, une société par action simplifiée unipersonnelle. Donc, toutes ces entreprises ont un impact en fonction du choix que vous allez faire d'un point de vue social et d'un point de vue fiscal. Par exemple, si vous créez une SAS ou une SASU, ou si jamais vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire dans une SARL, vous serez ce qu'on appelle assimilé salarié. Dans tous les autres cas de figure, vous serez TNS, travailleur non salarié, c'est-à-dire un indépendant. Cette différence-là va avoir un impact notamment sur votre régime de protection sociale et a fortiori sur le montant des cotisations sociales que vous allez devoir régler. Et ça va également avoir un impact sur la situation fiscale, puisque dans certains cas, vous serez soumis à l'impôt sur le revenu, alors que dans d'autres, vous serez soumis à l'IS, l'impôt sur les sociétés. Donc voilà pour la très brève présentation des différents statuts d'entreprise et leurs différents impacts. J'insiste, avant de choisir un statut, prenez le temps de vous faire conseiller, que ce soit par un conseiller CCI, un conseiller CMA, un expert comptable, mais faites-vous conseiller. C'est pas parce que vous avez vu sur YouTube que pour telle ou telle activité, créer une micro-entreprise, c'est bien. C'est pas forcément le statut qui sera le plus adapté pour vous. De même, si votre meilleur ami ou quelqu'un dans votre famille a créé une entreprise sous tel ou tel statut, c'est pas parce que c'est bien pour lui que ce sera forcément bon pour vous. Le statut, il se choisit sur plein de critères. Votre situation
personnel, patrimonial, fiscal, etc. Ça se prend vraiment sous énormément d'angles de votre vie personnelle. Le statut, il évolue également avec vous. Le statut, là encore, il doit être en adéquation avec votre profil personnel. Le bon statut pour vous aujourd'hui sera peut-être pas forcément le bon statut pour vous demain. Et c'est donc important de faire évoluer votre entreprise en même temps que vous. Donc, ceci étant dit, on peut passer après à la suite, c'est-à-dire à mettre tout ce qu'on aura pu voir avant, tout ce que vous aurez pu travailler sur ce que Carole vous a dit avant sur l'étude de marché. Et à un moment, il va falloir mettre tout ça en données financières. Donc, ça va être réalisé notamment le prévisionnel financier. Alors, le prévisionnel, il comporte 3 éléments majeurs: le plan de financement initial, le compte de résultat et le plan de trésorerie. Alors, chaque élément va répondre notamment à une question principale. Le plan de financement initial, c'est quelle somme d'argent dois-je réunir pour réaliser mon projet? Quel va être le montant des investissements? Donc, vraiment les choses que je dois acheter pour pouvoir lancer l'entreprise. Et en face, on va mettre de combien d'argent on a à disposition, soit apport personnel, soit emprunt bancaire. Ensuite, on va avoir le compte de résultat. Est-ce qu'on va pouvoir vivre de cette activité? Donc ça, très concrètement, c'est ni plus ni moins que le budget de l'entreprise. On va lister d'un côté toutes les charges de l'entreprise, tout ce qui est les achats de stock, de marchandises, les assurances, le comptable, les salaires, etc. Et en face, on va lister le chiffre d'affaires. Donc là aussi, ça va être calculer le chiffre d'affaires potentiel que votre activité risque de générer. Alors, il y a différents moyens d'y arriver, ce calcul de chiffre d'affaires. Donc là encore, on est à votre disposition pour vous aider à ce niveau-là. Ensuite, il y a le plan de trésorerie. Aurais-je toujours assez d'argent pour régler mes échéances? Le plan de trésorerie, c'est un peu comme le compte de résultat, sauf qu'on va le mensualiser. Donc ça, c'est un peu l'électrocardiogramme en fait de l'état de finances de votre entreprise. C'est un document qui va beaucoup intéresser votre banquier. Ça permet de voir à la fin de chaque mois quel va être l'état de votre trésorerie. Est-ce que vous allez pouvoir régler toutes vos factures tous les mois? Puisque comme votre budget personnel, les factures, c'est pas forcément régulier. On peut avoir des factures à échéance annuelle, mensuelle, etc. De même, beaucoup d'activités ont des flux saisonniers. Si vous prenez par exemple le glacier, il va très bien fonctionner l'été. En revanche, l'hiver, il va beaucoup moins vendre. Le chocolatier, il va surtout fonctionner comme la Saint-Valentin, Pâques, Noël. Le reste de l'année, c'est un peu plus en dents de scie. Donc, vous avez énormément d'activités comme ça qui ont des activités saisonnières et où le chiffre d'affaires va fluctuer. Et il est donc important de bien veiller à ce que, en période creuse, votre trésorerie soit suffisante pour régler vos échéances. Et enfin, le calcul très important du seuil de rentabilité, c'est-à-dire bien calculer votre chiffre d'affaires et bien calculer le chiffre d'affaires minimum à réaliser afin de ne pas faire de perte, c'est-à-dire le chiffre d'affaires minimal pour payer toutes les charges et là où vous commencez à être rentable. C'est-à-dire que si on a un seuil de rentabilité trop haut, c'est-à-dire que si on voit que par rapport au calcul que c'est vraiment très compliqué à atteindre, on peut déjà vous dire si votre projet, justement, va être rentable ou non. Donc ça, c'est une approche financière globale qui est très importante à mettre en œuvre avant de vous lancer. Il ne faut surtout pas vous lancer sans avoir fait à minima cette approche et d'avoir fait votre prévisionnel. Donc, comme je vous l'ai dit, quand vous allez faire votre plan de financement initial, il va falloir mettre justement vos apports personnels et puis après trouver de l'argent pour financer tout ça. Donc, au niveau des aides et des financements possibles, la principale source de financement externe, mis à part votre apport personnel, ça va être du financement bancaire. Alors, le financement bancaire, ça peut passer par des établissements bancaires classiques, votre banque, qui vous fera un financement bancaire professionnel. Donc, la durée d'un financement d'un prêt professionnel en moyenne, c'est sur une durée de 7 ans. Et c'est évidemment, en général, au prorata de l'apport que vous pourrez apporter. Il y a également des solutions de crédit bail. Donc là où c'est l'établissement bancaire qui va acheter du matériel neuf qui va ensuite vous louer. Donc c'est une sorte de leasing, voyez-le comme ça, comme du leasing. C'est une solution qui peut être intéressante pour du matériel qui peut coûter cher ou le risque d'usure peut être rapidement atteint.
Enfin, vous avez de nombreux dispositifs qui peuvent être mobilisés. Donc, il y a des exonérations de charges sociales qui existent. Vous avez des prêts à taux zéro, hein, notamment des prêts d'honneur via les PFIL, les plateformes d'initiative locale. Et vous pouvez avoir diverses subventions. Alors, ces subventions, là encore, on n'est pas tous égaux devant les subventions, puisque vous avez notamment les subventions des collectivités locales qui vont dépendre d'où vous souhaitez vous implanter. Donc ça, c'est le petit tour d'horizon des différentes sources de financement. Vous en avez d'autres qui existent. Par exemple, si vous êtes éloigné du milieu bancaire traditionnel, vous pouvez également solliciter du microcrédit à des structures telles que l'ADI. Vous avez aussi des solutions de garantie ou de cautionnement bancaire qui existent, comme les garanties de France Lorraine Active, comme les garanties égalité femmes, etc. Vous avez également le financement participatif qui existe et qui se développe de plus en plus. Alors, vous ne financerez pas l'intégralité de votre projet avec des cagnottes Litchi ou KissKissBankBank, mais ça peut très concrètement vous mettre le pied à l'étrier, voire aider votre banquier à prendre une décision pour vous octroyer un prêt, puisque X personnes auront cru en votre projet en vous prêtant de l'argent. Donc, il y a différentes sources de financement possibles. Pensez à toutes les explorer, mais gardez en mémoire que les deux sources de financement majeures pour tous les projets, ça va être de un apport personnel, et de l'autre, bien souvent, c'est du financement bancaire classique. Merci Jérémy. Donc une fois que cette étape en fait est finalisée, de nouveau on continue dans notre passage à l'acte de la création d'entreprise en finalisant le projet par l'immatriculation de l'entreprise. C'est un petit peu le sésame, ça y est, on est en haut de la montagne. Donc voilà, on n'a plus qu'à lancer son activité et s'immatriculer. Alors s'immatriculer, c'est quoi? C'est tout simplement remplir un dossier où vous allez donc donner toutes les informations qui sont nécessaires et qui sont liées à votre activité, c'est-à-dire ce que vous allez faire, où est-ce que vous allez vous implanter, sous quelle forme juridique vous avez décidé de vous installer, quel régime fiscal vous avez choisi et du coup, quel régime social va en découler. Voilà. Et sur ce document-là que vous allez transmettre auprès du CFE, le Centre de formalité des entreprises, qui est un service des chambres de commerce, des chambres de métiers, mais aussi également des chambres d'agriculture, de l'URSSAF et aussi du tribunal, tout ça en fonction bien sûr de votre activité, eh bien vous allez remplir ce petit formulaire avec ces informations et transmettre aussi également des documents supplémentaires comme par exemple une pièce d'identité, une déclaration sur l'honneur de nos condamnations, des statuts si vous êtes sous la forme d'une société et puis des justificatifs par exemple pour le lieu d'implantation. Voilà. De toute façon, les centres de formalité seront des services des consulaires qui sont là pour vous aider dans la mise en place de ce dossier. Et puis, au final, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils transmettent ce document à l'ensemble des interlocuteurs qui seront en relation en fait avec votre entreprise tout au long de sa vie. C'est-à-dire avec l'INSEE qui vous délivrera le numéro d'identification de votre entreprise. Comme sur votre carte d'identité, votre entreprise aura un numéro. Auprès des services fiscaux, pour notamment justifier de votre régime fiscal. Auprès des URSSAF, notamment pour tout ce qui est paiement des cotisations. Auprès de l'inspection du travail, si éventuellement vous avez des salariés. Auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, pour gérer votre carte vitale et pour que vous ayez une belle couverture sociale. Auprès de la chambre des métiers, si vous exercez une activité à caractère artisanal. Et puis enfin, vous avez ce qu'on appelle la carte d'identité de votre entreprise qui vous sera délivrée par le tribunal d'instance puisque vous serez inscrit auprès du registre du commerce et des sociétés et donc vous aurez votre petit extrait cabis, la fameuse carte d'identité de votre entreprise. Voilà. Mais avant éventuellement d'en arriver là, d'en arriver à l'immatriculation, on vous a donc présenté un petit peu quelles étaient les étapes en fait à mettre en place. Sachez que tout au long de ces étapes pour la mise en place de votre projet, que ça soit de la notion de l'idée jusqu'à l'immatriculation de votre entreprise, il ne faut pas que vous hésitiez à vous faire accompagner. Avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, on vous propose différentes façons de vous accompagner. La première, c'est notamment de vous former et de vous former par exemple via le stage 5 jours pour entreprendre. Le stage 5 jours pour entreprendre est un stage qui est dédié à la mise en place de votre projet et qui reprend en fait les différentes étapes que l'on vient de vous présenter.
Donc, si vous êtes intéressé éventuellement et que vous avez un projet, une idée de création d'entreprise, n'hésitez pas à venir vous inscrire au stage 5 jours pour entreprendre. Vous retrouvez toutes les informations sur cciformation.org. Vous pouvez aussi également vous faire toujours accompagner vous faire accompagner dans le cadre d'une formation qui s'appelle Développer un projet entrepreneurial réussi. Alors là, on est sur un niveau un peu plus élevé, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va vous accompagner, on va vous former à devenir entrepreneur et à développer un projet entrepreneurial réussi. Donc, vous pouvez éventuellement, si vous avez un compte CPF parce que vous êtes salarié du privé ou du public et que vous avez cotisé sur votre compte personnel de formation, n'hésitez pas à l'utiliser pour éventuellement bénéficier de ces fameuses formations. Et puis, en plus de cet accompagnement, de cette formation que vous propose la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, on vous propose également, une fois que vous serez immatriculé, de vous suivre et de vous aider au développement commercial pendant 3 ans. Donc, n'hésitez pas à utiliser votre compte personnel de formation. Si vous êtes dans la situation du demandeur d'emploi, il y a également d'autres solutions dont je vous parlerai après. Si vous êtes un jeune, n'hésitez pas non plus à nous rencontrer. Vous verrez, il y a plein de dispositifs qui peuvent être mis à votre disposition. Pour connaître vos droits, si vous êtes salarié du privé, n'hésitez pas à aller sur moncompteformation.gouv.fr et n'hésitez pas non plus à consulter toutes les formations, que ça soit en création d'entreprise ou autre, sur le catalogue de cciformation.org. Avec le métier de l'artisanat de la Moselle, Jérémy ? Oui, pas de souci. Donc, de notre côté aussi, donc si vous avez un projet dans l'artisanat, comme je vous ai expliqué en début de ce webinaire, donc nous vous aidons, nous vous formons, nous vous accompagnons également de bout en bout dans votre projet de création de reprise d'entreprise. Donc, via notamment des formations. Rappelez-vous, je vous disais tout à l'heure que se former est quelque chose d'important, surtout en phase de création d'entreprise. Donc, à ce titre-là, on propose des formations certifiantes, intégralement éligibles également via le compte personnel de formation, donc le CPF. Donc, pour les éventuels micro-entrepreneurs, on a ce qu'on appelle le pack micro, des packs gestion, des packs commerciales, pack premium qui regroupe les autres, les packs gestion et commercial. Donc, c'est des formations qui s'étalent sur 2 à 3 jours en présentiel ou en e-learning et qui sont donc des formations certifiantes. On propose également, outre ces formations théoriques, un accompagnement individualisé donc à la création reprise. On fait avec vous donc un diagnostic. On vous apporte du conseil, on vous élabore donc votre plan d'affaires, business plan, votre prévisionnel. On vous fait de la recherche de financement, on vous accompagne vraiment de A à Z dans votre projet. Et une fois que vous êtes immatriculé, donc vous serez un conseiller entreprise qui vous suivra individuellement tout au long de la vie de votre entreprise et qui sera à votre disposition. Donc, que ce soit donc les formations de nos packs Parcours Créateur ou l'accompagnement, ce sont des accompagnements ou des formations qui se font sur l'intégralité des sites de la Chambre des métiers. Donc, pour la Moselle, à savoir donc à Metz, Sarrebourg, Thionville ou Forbach, ou qui peuvent également se faire donc à distance. Donc, vous pouvez consulter nos formations avec les dates possibles sur notre site, donc www.cma-moselle.fr/nosformations, l'adresse qui est indiquée en bas de cette page. Et donc, si vous avez du CPF, donc c'est totalement éligible via moncompteformation.gouv.fr. Et si vous êtes donc demandeur d'emploi ou si vous avez moins de 30 ans, l'accompagnement notamment est également possible avec le dispositif que Carole va vous présenter maintenant. Et ce dispositif, c'est le dispositif mis en place par BS Entreprendre et qui s'appelle Chèque Créa. Et cet accompagnement, vous pouvez le faire financer puisque la région accompagne les porteurs de projets qui seraient dans la situation de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, désireux bien sûr de créer une entreprise sur le territoire de la région Grand Est, et ça concerne aussi les jeunes de moins de 30 ans. Donc n'hésitez pas aussi par le biais de ce dispositif de venir éventuellement de vous connecter notamment à Grand Est, vos aides régionales Chèque Créa pour la préparation de projets. Nous, en tant qu'opérateurs
Biest, nous pourrons vous accompagner dans votre démarche entrepreneuriale et vous aider à préparer votre projet. Donc, vous l'aurez compris, beaucoup d'étapes quand on veut se lancer dans la création d'entreprise. Création d'entreprise, passer à l'acte, il y a beaucoup de choses à faire. De toute façon, dites-vous que dans cette démarche entrepreneuriale, vous n'êtes pas seul et que les consulaires, chambres des métiers et chambres de commerce sont à votre disposition. Donc ensuite, en effet, on a Marie-Christine qui nous dit donc en effet ça existe donc le chèque Créa dans toutes les CCI et CMA du Grand Est. En effet, le chèque Créa est éligible pour dans toute la région Grand Est et les CCI et les CMA sont donc labellisés pour toute la région Grand Est. Donc peu importe où se trouve votre projet, vous aurez toujours un interlocuteur donc pour vous accompagner via le chèque Créa. Alors, faut-il forcément un apport pour créer? Alors, c'est recommandé. Alors en France, vous pouvez créer officiellement une société avec 1 euro de capital. Bon, maintenant, très honnêtement, je vous déconseillerais très fortement de créer une société avec 1 euro de capital, tout simplement parce que vous n'allez être crédible auprès de personne. Et si vous allez voir un banquier en lui disant, moi, je crois tellement en mon projet que je mets 1 euro dedans, voilà, clairement, il va vous dire, si vous-même, vous croyez pas en votre projet, pourquoi vous voulez que moi j'y croie? Donc, ça sert à rien d'avoir après un apport exponentiel dans votre projet, mais il vaut quand même tout de même avoir un apport aussi, même si c'est pas un apport très important, mais il faut qu'on puisse démontrer que vous faites quand même un petit effort dans votre projet de création d'entreprise. Donc, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt.